Et il est temps de s'arrêter sur les programmes des principales formations politiques pour ces élections législatives. Un jour, un thème, vous le savez, sur France Info, jusqu'au premier tour. Avec nos invités, décryptons donc les enjeux culturels. Quelles propositions des uns et des autres, que signifierait aussi dans ce secteur l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Arrêtons-nous d'abord sur les programmes. Bonjour Yann Bertrand. Bonjour. Pas vraiment au centre des projets. Et non, pas un mot même dans les mesures dévoilées par les Républicains et la majorité actuelle. Plusieurs paragraphes en revanche dans le programme du nouveau Front populaire. Et carrément un livret indépendant d'une vingtaine de pages pour le Rassemblement national issu du programme présidentiel de Marine Le Pen pour 2022. Oui, mais attention, il n'y est pas question de culture, mais de patrimoine. Alors de quoi précisément est-il question ? Eh bien, d'une définition déjà en accroche. Le patrimoine est notre histoire pétrifiée. Des églises, cathédrales ou des remparts aux quatre coins du territoire abandonnés par l'État selon le RN, alors que ces monuments sont d'une part pourvoyeurs d'emplois et de tourisme et d'autre part essentiels dans, je cite, le redressement moral du pays. Il faudra donc tripler le budget annuel pour l'entretien et la restauration à environ 1 milliard d'euros, en fléchant notamment autrement des aides accordées à la création. Pour le reste du champ culturel, pas grand-chose. Et une marotte, privatiser l'audiovisuel public, sans qu'on sache quand, comment et avec qui. Le sujet faisant l'objet de nombreux allers-retours, on va dire, depuis plusieurs jours. À gauche, on affiche des objectifs ambitieux. Objectif symbolisé par un chiffre. 1% du PIB accordé chaque année à l'art, la culture et la création. Autre mesure, étendre la gratuité dans les musées nationaux ou défendre le régime des intermittents, à rebours du RN qui semble vouloir le supprimer. Autre opposition frontale, garantir la pérennité d'un service public de l'audiovisuel en garantissant son financement et défendre l'indépendance des rédactions face à leur propriétaire, le milliardaire Vincent Bolloré, clairement en ligne de mire. Sur les autres listes, il y a quoi ? Eh bien, ce n'est pas un sujet majeur, je le disais au début, mais côté majorité actuelle, on veut garder le cap avec le pass culture en pièce maîtresse. Pass culture dont le RN aimerait bien écarter les mangas, plébiscité par les jeunes lecteurs, mais qui n'est pas vraiment un bien culturel pour le parti d'extrême droite. Plus globalement, l'affrontement gauche-extrême droite se fera sur deux conceptions de la culture, indépendance et ouverture d'un côté, priorité nationale et mise en valeur du patrimoine existant et de la culture dite classique de l'autre. Yann Bertrand, merci pour toutes ces précisions. Que disent nos invités de ces programmes, de ce qui est proposé ? Bonjour Julie Deliquier. Bonjour. Vous êtes metteuse en scène, directrice du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis et vous avez fait l'ouverture du Festival d'Avignon l'an dernier avec une adaptation au théâtre de Welfare, le documentaire de Frédéric Wiseman. Bonjour à vous également, Benjamin Baruch-Rossmann. Bonjour. Comédien, metteur en scène, la troupe TBNTB. Vous avez beaucoup travaillé, vous continuez à travailler beaucoup à Perpignan, ville dirigée depuis 4 ans par le Rassemblement national. Cette expérience nous intéresse évidemment. Julie Deliquier, votre grande inquiétude, vous mettant d'autres depuis des mois, vous le dites, ce sont les moyens, les financements. Est-ce que dans ces programmes, vous trouvez de quoi avoir un peu plus d'espoir ? J'ai un espoir d'un côté, évidemment, et puis une grande inquiétude de l'autre. Disons que aujourd'hui notre mission c'est d'interroger notre monde dans le présent, donc évidemment que la question du patrimoine c'est une question culturelle mais c'est sans doute pas la seule et que ce patrimoine-là n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu à un moment donné des créateurs. Mais justement il faut affronter patrimoine et création où tout cela est dérisoire et caricatural d'une certaine manière. Oui, puisque de toute façon les œuvres ont été créées par leur présent et du coup l'art représente le passé, le présent et travaille pour l'avenir. En fait, c'est une fonction citoyenne, une fonction de la République. Quel patrimoine on laissera dans un siècle ou 2 siècles ? C'est ça qui se décide aujourd'hui. Si après on n'a plus que des ruines et qu'on regarde finalement un monde qui n'a pas jamais été le nôtre et qui a été que le passé, c'est une société du coup qui se nécrose et qui se replie sur elle-même. Quand vous dites ruine, vous en êtes là, est-ce que vous en êtes là aussi au niveau financier ? On a l'impression que vous êtes, quand on vous lit, quand on vous entend les uns les autres, que c'est de plus en plus, ça tire de plus en plus dur. Mais là, je parle au nom du service public en général. C'est-à-dire qu'on est un service public en ce moment en souffrance et en action en même temps. Parce qu'on croit à nos valeurs, on croit à notre fonction sociétale. On se sent proche de l'hôpital, proche de l'éducation nationale en étant le service public de l'art et de la culture. Parce qu'on défend des valeurs de citoyenneté, des valeurs de solidarité, des valeurs d'équité. Et notamment en lien au jour le jour avec les enfants et la jeunesse de notre pays. Benjamin Baruch-Rossmann,
J'imagine que vous partagez assez largement ce constat. Qu'est-ce que ça vous fait aussi de voir à quel point c'est assez secondaire, cet enjeu de culturel que détaillait Yann Bertrand à l'instant? C'est dommage parce que la culture est essentielle, puisque la culture, c'est l'altérité, c'est aller vers l'autre. C'est, par exemple, il n'y a qu'à prendre le flamenco qui se nourrit du jazz. Donc, c'est le contraire du repli sur soi. Donc, la culture est essentielle pour résister. Et le grand résistant, Stéphane Hessel, que j'ai connu, qui a été co-rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme. Décédé il y a quelques années. Voilà, décédé il y a quelques années, disait « Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. L'art n'est que politique au sens noble et large du terme. » Et créé dans une ville dirigée par le Rassemblement national depuis 2020, les dernières élections municipales. Louis Alliot, maire de Perpignan, vous avez créé là-bas avant, vous continuez aujourd'hui. Est-ce que vous voyez de réelles différences? En tout cas, honnêtement, je vois que ça n'aide pas. Ça, comme je l'ai dit, ça renforce le communautarisme, ça renforce le rapport de force, puisqu'ils sont dans le rapport de force. Mais vous continuez à pouvoir faire ce que vous faisiez avant. Vous travaillez beaucoup avec les gitans, je crois, notamment. On travaille beaucoup avec la communauté gitane, avec le quartier Saint-Jacques, mais toujours dans une idée d'ouverture. Et du coup, forcément, ça complique l'arrivée du Rassemblement national et l'arrivée de Louis Alliot à la mairie de Perpignan. Ça complique le travail au quotidien entre les artistes, avec les habitants du quartier, ça crée un climat de suspicion. Voilà. Tout le monde est un petit peu sur le qui-vive. Tout le monde a peur de s'exprimer. Vous savez que se pose la question, y aller ou pas dans des villes tenues par le Rassemblement national? Vous allez être posé d'une manière ou d'une autre cette question-là? Il faut y aller. Et il faut résister de l'intérieur. Mais pour résister de l'intérieur, il faut agir longtemps. Il ne suffit pas, comme on le voit, parfois des artistes dits de l'excellence qui viennent jouer une fois à la scène nationale, qui font un petit atelier théâtre et qui s'en vont. Non, il faut rester 1 an, 2 ans avec le public et le comprendre. Parce que le public qui vote Rassemblement national, il ne faut pas lui donner des injonctions morales. Il faut le comprendre. On est au cœur des débats. On va en parler longuement parce qu'il y a notamment eu cette tribune récemment d'Arène Mouchkine. Je ne vote pas Rassemblement national. Mais on l'avait un peu compris. On l'avait un peu compris. Ne faisons pas de politique fiction, mais néanmoins, Julie Deliquet, Saint-Denis, 93, la banlieue, si le Rassemblement national est au pouvoir dans quelques semaines en France, vous voyez votre théâtre, votre lieu, quel rôle jouer dans un cas comme ça? Vous vous posez forcément la question, je l'imagine, depuis des semaines. Oui, même si l'actualité allant tellement vite et notre activité en ce moment nous accapare aussi, on a des missions en ce moment de territoire, on travaille au jour le jour, donc on est concentré là-dessus et on a plusieurs tutelles, dont l'État, mais aussi le département, la ville de Saint-Denis, donc ce sera des discussions et moi je crois beaucoup à l'idée du dialogue en ce moment et que tout seul on ne pourra pas faire grand-chose, mais collectivement oui. Et il est facile le dialogue ou il est plus difficile? En ce moment, le dialogue, non, il est le bienvenu. Et il est d'ailleurs ce qui nous fait tenir debout et ce qui nous fait agir et ce qui fait que renforcer d'ailleurs nos missions au quotidien et pouvoir les brandir et pouvoir dire qu'aussi on incarne, nous, de travailler avec des notions de solidarité et de différence, qu'on se doit aussi, nous, de travailler avec les plus fragiles. On a une responsabilité sur la question de la parité, sur la question de la diversité, sur la question de l'accessibilité et du handicap. Ça ne fait que renforcer en fait nos missions. Tous ces enjeux démocratiques. On poursuit la conversation après le fil info et Emmanuel Langlois à 13h40. Et à 9 jours du premier tour des législatives anticipées, le nouveau Front populaire dévoile le chiffrage et le financement de son programme. L'Alliance de gauche évalue le coût à 25 milliards d'euros cette année, à 100 milliards d'euros en 2025. Elle défend un programme crédible et réalisable. La majorité et le patronat dénoncent au contraire un matraquage fiscal, notamment à travers la création d'un ISF, un impôt sur la fortune. À 9 jours de ce premier tour des législatives, le RN veut régler, lui, les urgences avant de réformer les retraites d'ici la fin de l'année. Précision apportée par Laurent Jacobelli, le porte-parole du Rassemblement national ce matin chez nos confrères de France Bleu Lorraine Nord. Christophe Béchu lui annonce la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes de Mayenne touchées par la crue historique de la rivière Loudon, notamment Cran, où il s'est rendu dans la matinée. D'après le ministre de la Transition écologique, cette procédure devrait être engagée dès la mi-juillet. 8 départements restent cet après-midi en vigilance crue ou plus inondation, vigilance orange. L'alerte est levée en revanche pour
pour l'Eure-et-Loire. Après Paris hier, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées en fin de matinée, cette fois devant l'hôtel de ville de Courbevoie, en soutien à la jeune fille de 12 ans victime d'un viol à caractère antisémite. Pour le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Jonathan Arfi, présent à Courbevoie, il est urgent d'envoyer un message à la société française face à l'antisémitisme. À l'étranger, le Kremlin dénonce une concurrence déloyale de Washington après l'annonce hier de l'interdiction du logiciel russe antivirus Kaspersky aux États-Unis. Le gouvernement américain reproche aux géants de la cybersécurité une proximité avec Moscou, ce que l'entreprise nie. La culture, donc dans la campagne des législatives jusqu'à 14h, et on a commencé à en parler avec nos invités, la perspective d'un jour d'après où le Rassemblement national serait au pouvoir. Thierry Furil, beaucoup de monde a été frappé dans le monde de la culture ailleurs par les réflexions récemment d'Ariane Mnouchkine, immense femme de théâtre, effroi, mais autocritique, examen de conscience aussi. Ah oui, c'était une tribune dans Libération et elle attaque fort. Elle dit « Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou fait que nous n'aurions pas dû faire ?» Je nous pense en partie responsable, dit-elle. Nous, gens de gauche, nous, gens de culture, on a lâché le peuple, on a insulté un gros tiers de la France par manque d'imagination. Alors, Ariane Mnouchkine, 85 ans, une vie entière dévouée au partage du théâtre, une artisane acharnée d'un vrai théâtre populaire dans l'héritage de Jean Vilar. Et aujourd'hui, un tel désespoir, une telle peur qu'elle veut prendre sa part dans cet échec. Sa contrition lui fait dire une partie de nos concitoyens en ont marre de nous, marre de notre impuissance, de nos peurs, de notre narcissisme, de notre sectarisme, de nos dénis. C'est troublant de la lire. Des artistes narcissiques, on en connaît tous, mais pas elle, pas Ariane Mnouchkine. Plus loin encore, elle pose une question vertigineuse. Si le RN arrive au pouvoir, je parle, dit-elle, du moment où nous risquons de devenir des collaborateurs. Voilà, je vois, et c'est intéressant, un de nos interlocuteurs ne cessez d'approuver pendant que Julie Deliquet, vous voyez, il ne s'agit pas de se demander qui a raison, qui a tort. On est dans une interrogation sans doute extrêmement importante. Pourquoi, Julie Deliquet, avez-vous une forme de malaise face à ce type de prise de position ? Moi, je suis arrivée à la tête d'un centre dramatique national depuis 4 ans, donc j'ai plutôt parlé du travail des autres que du mien. Mais le travail de terrain qui est mené au jour le jour, moi, je ne serais pas à ce micro-là aujourd'hui si on n'était pas dans cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas de femmes de mon âge à ces postes-là. Je veux dire, on a eu une mutation aussi de notre paysage théâtral français qui ont fait que ces établissements-là sont des établissements qui sont nés de l'après-guerre, de la reconstruction, avec un modèle qui a été pensé pour toutes et tous, qui représente nos banlieues, qui représente nos zones rurales, qui représente nos villes de région. Et aujourd'hui, on l'a vu au temps de la crise sanitaire, et là on est en pleine crise économique qui touche et qui précarise énormément les artistes et notre secteur, de voir à quel point ces questions-là sont travaillées au jour le jour et sont incarnées. Je veux dire, là, moi, dimanche, en Seine-Saint-Denis, on fait une parade avec 1200 jeunes de Seine-Saint-Denis pour l'Olympiade culturelle qu'on travaille depuis 2 ans. Je ne peux pas dire qu'on a abandonné nos missions. Il y a un examen de conscience à faire ou pas ? Il y a pour moi une responsabilité à nommer ce qu'est notre travail au jour le jour, notre travail de liberté de créer des œuvres, et que ces œuvres sont travaillées pour se poser la question de à qui elles vont s'adresser et au plus grand nombre, et comment et pourquoi. Benjamin Barrault-Grossman, s'adresser au plus grand nombre, c'est ce que vous primordial faites tous les jours. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas exactement le même regard de Julie Deliquet sur cette interpellation qui s'adresse à tous ? Moi, je suis entièrement d'accord avec la tribune d'Ariane Mnouchkine. Je trouve que c'est la grande classe dans tout ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec elle. On a le sentiment, le public qui vote Rassemblement national, qui est dans les zones rurales, a le sentiment d'être délaissé. Donc c'est aux artistes aussi à un moment donné, qui parfois font de l'entre-soi culturel, ça existe, qui parfois sont déconnectés, ça existe. Et je pense... vous en rendez compte, vous, dans vos expériences ? Mais concrètement, ça dit quoi ? J'arrive pas à m'adresser à ces personnes-là, ça dit quoi ? C'est aussi simple que ça, c'est que j'invite les artistes de l'excellence artistique à venir à Perpignan, à venir dans les quartiers de Perpignan, à venir dans les zones rurales, à aller à Ganges, par exemple, et à y rester longtemps. Et on a remarqué, par exemple, en Occitanie,
les villes où ça a voté au premier tour Rassemblement national pour les européennes, c'était pas Montpellier et Toulouse. Parce que Montpellier et Toulouse, il y a une offre culturelle, etc., etc. Mais dans des villes où il y a moins d'offres culturelles, on voit bien que le Rassemblement national est passé en tête. Donc, ça pose bien la question aussi de la culture. Mais les artistes, ils viennent s'il y a des lieux, ils viennent non, sur les appels. Mais non, il faut aller dans les MJC, il faut aller dans... pas que rester enfermé dans les théâtres. Et puis, dernière chose, dans ces quartiers prioritaires, vous pouvez être menacé physiquement. C'est pas pareil que de jouer dans une scène nationale. De mon point de vue. On va pas être dans des règlements de compte non plus, parce bien que sûr. ou dans des caricatures. Je pense que tout est plus complexe. En Seine-Saint-Denis, on n'est pas dans quelque chose de l'excellence où tout est tous les jours simple et facile. Mais moi, je suis d'accord avec le fait que plus il y a de l'art, plus la question de l'art est représentée dans nos villes, mieux on se porte. Et ça, là, j'en suis complètement d'accord. Et pour moi, la MJC et les institutions travaillent ensemble. Et c'est d'ailleurs toute une chaîne de l'écosystème de l'art. Il faut chacun sa place. Oui, Thierry. Ce qui est troublant dans la tribune d'Ariane Mnouchkine, c'est la temporalité. C'est que ce qu'elle dit, il y a forcément des choses intéressantes dedans, mais ça arrive trop tard. Ces questions-là, Julie Deliquet le disait, l'héritage du programme du Conseil national de la résistance, des années Malraux, des années Mitterrand et Lange sur la décentralisation, ça fait des années que beaucoup de personnes dans ce milieu disent « Attention, ce système, il est vertueux, il est unique au monde, mais il est fragile. Et il doit être capable de se remettre en question. » Mais comme les politiques l'ont littéralement abandonné, pas spécialement sur le plan économique, même s'il y a évidemment une baisse des subventions, mais parce que ça ne les intéresse plus, cette remise en question, c'est-à-dire l'adaptation de ce système vertueux à une société qui a été bouleversée par énormément de changements anthropologiques, on n'a pas été capable de le faire. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. On a eu Malraux, on a eu Jack Lang depuis Qu'est-ce qu'on a, mais qu'est-ce que ça veut dire culture nationale, culture populaire aujourd'hui, Julie Deliquet ? Comment ça se traduit ? Est-ce que c'est juste l'héritage de ce qu'il y a eu ou des choses nouvelles à inventer ? Mais évidemment que c'est des tentatives. C'est des tentatives, via la création et via la défense des œuvres, de penser une culture accessible à toutes et tous. Donc, elle se réinvente au jour le jour, en ne faisant pas fi de ce qui a été fait hier, mais en interrogeant le monde de demain. Donc, évidemment qu'on bouge en même temps que ce monde. En fait, ça défend des valeurs citoyennes. Donc, c'est aussi une accessibilité, c'est un prix moyen. La culture publique, de l'art et de la culture, c'est un prix moyen du billet à 10 €. C'est travailler des billetteries solidaires, c'est travailler même à l'extérieur de nos murs, dans les établissements scolaires, dans les prisons, dans les maisons de quartier, dans les associations, dans le champ social. Et à la ville comme à la campagne. On poursuit la conversation, on va regarder un peu aussi ce sujet d'un manga, parce qu'il dit sans doute beaucoup plus de choses qu'on peut l'imaginer au premier abord. Après le fil info et Emmanuel Langlois à 2h moins 10. Et Gérald Darmanin annonce qu'il ne sera plus ministre de l'Intérieur en cas de défaite de la majorité aux élections législatives le 7 juillet, même pour quelques semaines supplémentaires, dit-il, à un peu moins d'un mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Après avoir, lui, été épinglé par Bruxelles sur le sujet, Bruno Le Maire promet de réduire le déficit budgétaire de la France à 3% du PIB en 2027. Il l'a dit ce matin lors d'une réunion des ministres des Finances de l'Union européenne à Luxembourg. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue ce midi l'annonce des 27 qui confirme l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine mais aussi la Moldavie. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne avaient ouvert la voie à de telles négociations d'adhésion avec les deux anciennes républiques soviétiques à la mi-décembre dernier. Et puis c'est la question du jour sur la planète football. Va-t-on voir Kylian Mbappé avec son masque pour cause de fracture du nez ce soir à Leipzig en Allemagne pour le match France-Pays-Bas dans l'Euro 2024? Didier Deschamps a volontairement ou non entretenu le mystère en conférence de presse hier. Le match en tout cas c'est à 21h. Avant cela, Slovaquie contre Ukraine à 15h et Pologne-Autriche à 18h. Allez, les grands débats qui traversent la culture, mais aussi des petits exemples qui disent beaucoup de choses. Donc Yann Bertrand l'évoquait dans les programmes des uns et des autres. Le Rassemblement national, le pass culture, oui, mais on enlève les mangas parce que trop de gens en achètent. Et puis c'est pas forcément ça qu'il faut aider. Matteo Mastracci, vous avez regardé ça de plus près. Oui, sur TikTok, on trouve ces vidéos, parfois d'ailleurs sur des comptes eux-mêmes pilotés par le Nouveau Front Populaire ou Renaissance. Donc pourquoi le pass culture est en danger? Le RN souhaite exclure les mangas du pass culture. Les gens qui sont fans de One Piece, Naruto et qui votent Rassemblement National, soit vous n'avez pas compris l'œuvre, soit vous l'avez compris mais vous vous en foutez de la philosophie.
Alors, de quoi s'agit-il ? La dissolution et l'hypothèse d'un RN au pouvoir ont remis dans la lumière un amendement de 2022 du député RN Jean-Philippe Tanguy au projet de loi de finances de l'époque, estimant que les mangas n'avaient, je cite, rien à voir avec la littérature, le théâtre, les musées ou les concerts de musique classique. Pour Ahmed Agne, patron des éditions Kiun, on est sur une vision rétrograde de cette culture venue du Japon. C'est le propre de l'extrême droite dans tous les pays et à toutes les périodes de l'histoire d'avoir une vision de la culture et de l'histoire tournée vers le passé, une vision très muséifiée de la culture. C'est donc normal qu'ils aient un problème avec le manga qui est un mode d'expression éminemment moderne et raccord avec son temps. Pablo Yanover est lui libraire à BDNet, une boutique parisienne. Il ajoute à cette condescendance sur laquelle la société et la politique ont tout de même bien progressé en 30 ans, une méconnaissance du manga. En fait, ils voient Dragon Ball, ils voient Naruto, que ce soit bien ou pas, c'est même pas la question, c'est juste qu'on voit que ce qu'on nous montre. À côté, on a des choses qui sont absolument exceptionnelles, on a l'équivalent de la musique classique alors qu'on nous présente Fun Radio. C'est pareil. Précisons que pour le moment, cette proposition de 2022 ne figure pas, Frédéric, dans le programme du RN pour les législatives, mais cette menace diffuse est un contresens sur l'accès à la culture en général. Pour Stéphane Ferrand, il dirige Vega, la branche manga des éditions Dupuis. Le pass culture, on sait effectivement qu'il a beaucoup servi pour le manga et on s'en plaint pas, dans l'idée que cela ramène de toute manière aussi les enfants vers la lecture. Et je trouve étonnant qu'on s'élève contre ce qui peut arracher les enfants de leur écran. Là où on cherche toujours à faire lire les jeunes, on a ici un choix de leur part et on voudrait couper ce choix pour un point de vue subjectif sur une partie du contenu. Et si on fait de la politique fiction, Frédéric, avec un RN au gouvernement qui supprimerait le manga du pass culture, on n'y est pas. Économiquement, nos interlocuteurs ne disent pas être inquiets, mais sur le fond, un autre éditeur nous dit hors micro que ça reviendrait à formaliser une culture qui serait officielle au détriment du reste. Ce qui est là aussi une vraie question. Je vous voyais encore approuver, décidément, vous approuvez tout ce que vous entendez dans ce studio, Benjamin. Non, mais Je trouve que c'est une très bonne idée, moi, le manga. Par exemple, le stand-up passé par les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen d'attirer la jeunesse. Et peut-être qu'une fois qu'elle aura lu les mangas, peut-être on peut l'attirer vers Molière, ou une fois qu'elle aura pratiqué le stand-up, nos grands classiques. Mais est-ce que la question, c'est pas aussi une fois ou en même temps ? Une fois qu'on a acquis ça, on passe à autre chose. Mais est-ce que ça peut pas être en même temps ? Est-ce que cet univers-là, Judith Duliquet, peut inspirer aussi dans vos théâtres qui n'a pas découvert les classiques au cinéma ou d'autres choses par la télévision ? Enfin, c'est notre richesse, c'est l'exception culturelle française. C'est se dire aussi qu'on a accès à une diversité de propositions d'œuvres d'art et qu'elles ne sont pas classifiées, normées, qu'elles ne sont pas moralisées les unes par rapport aux autres. C'est quand même ça aussi que nos enseignants prônent vis-à-vis de nos enfants. Je veux dire, la cour de récréation est tout autant un endroit d'éducation et d'émancipation pour nos enfants que les cours qu'ils reçoivent par les instituteurs. Je veux dire, l'un ne pourrait pas aller vers l'autre. C'est ça aussi les grands fondateurs quand même de la République. L'an dernier, je le disais, vous avez adapté Wiseman, Welfare dans la cour d'honneur d'Avignon. Dans 10 ans, One Piece dans la cour d'honneur d'Avignon. Peut-être pas moins, mais je veux dire... C'est pas par provocation, c'est ni de la provocation, je pense qu'en tout cas, ce qui, moi, a forgé mon parcours, c'est que je me suis jamais dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ouais. J'ai eu la chance de me dire que j'avais envie, parce que pour moi, ça s'adressait à une question sociétale qui me bousculait et que j'avais envie d'incarner avec, évidemment, celles et ceux qui allaient la regarder. Donc là, à la cour d'honneur, c'était aussi de parler des marginaux, de parler de celles et ceux qui sont au banc de la société et qui sont prêts de tomber. Évidemment, c'était la voix de vraies personnes qu'on entendait sur le plateau. C'était pas un grand auteur, c'était pour moi des grandes personnes. Et du coup, ça avait mais ça résonne en France bien. Voilà, c'était sur un centre social. Donc, c'était écouter celles et ceux qu'on n'entend pas d'habitude. Pour moi, c'était un geste politique et un geste artistique. J'aurais pu en faire un autre ou quelqu'un d'autre en fera un autre. Le pass culture, Benjamin Baruch-Rossmann, vous en fichez complètement ou alors ça permet à des gens y compris de venir découvrir ce que vous faites ou... Ah non, moi je pense que c'est bien le pass culture, bien sûr. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent voir ce que vous montez en disant s'il n'y avait pas eu... au niveau de mon public à moi, alors vous. Ça, je vous avoue qu'ils s'adressent plutôt au MJC directement. Ils ne viennent pas forcément me voir, moi, avec mon association. Donc, ils vont plutôt en lien avec les MJC, les maisons de quartier, etc. C'est plus à ça qu'ils s'adressent. Mais voilà, mais j'aurais aimé un peu rebondir. Oui, allez-y. Oui, je disais souvent aussi, on a représenté les damnés de la Terre. Les artistes ont représenté les damnés de la Terre. Mais ce n'est pas forcément ce public-là aussi qui vote Rassemblement National. Donc, ce serait intéressant
intéressant aussi que les artistes montrent sur scène cette couche, on va dire, d'entre-deux, la classe moyenne, avec tout le respect qu'on a pour eux, et pour les comprendre, aussi que les créateurs les mettent en scène, et je pense que ce serait aussi un bon moyen de dialoguer et d'aller au-delà des a priori. Pourquoi pas, Julie Deliquet? Ou alors on n'a aucune obligation? Moi, je pense que les artistes, de toute façon, réagissent à leur temps et à leur monde. Donc, ces questions-là, évidemment, qu'elles sont d'actualité. Juste en point, les premières pièces de Julie Deliquet parlaient de ça. Dans une trame assez autobiographique sur une génération de classe moyenne qui sortait des 30 Glorieuses. Et c'est en permanence, il faut aller au théâtre pour les voir. Mohamed Al-Khatib met le public sur scène et les supporters du RC Lens dans le stadium. Donc le procès qui est fait, il faut mettre de la nuance là. Il y avait zéro procès là. Non, bien sûr. Il y avait de la nuance, il y avait de l'échange. Et merci beaucoup à tous les deux. Et merci à vous. Merci d'être venus sur ce sujet important qui est la culture et qui n'est pas au premier plan, on l'a vu dans les préoccupations des partis pour ces législatives. La météo dans une seconde.